les marques qui ont peut-être été plus opportunistes pendant la pandémie ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à traverser la période de réajustement. Pendant 2 ans, on vendait tout à n'importe quel moment. Là, on revient à une normalité qu'on connaissait jusqu'à mars 2020, évoquée à plusieurs reprises, mais moi, je suis très confiant pour l'avenir, très positif. On est là pour créer une marque, et pour créer une marque, c'est pas uniquement en vendant des vélos que tu crées une marque, c'est plus que ça. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, ce qui m'intéresse avant les magasins, ce sont les personnes qu'il y a dans les magasins, et ça a toujours été le cas. Et si ces personnes qui sont en magasin accrochent avec la marque, et bien, tu as trouvé tes meilleurs ambassadeurs. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Alors à vous qui allez regarder ou écouter ce podcast, je vous dois quelques excuses, puisqu'en effet, vous allez le constater sur certains passages de la voix de Thierry, eh bien il y a eu un petit problème technique qui a généré un écho. Alors je vous rassure, les passages durent au maximum une quinzaine de secondes, c'est pas atroce, c'est juste pas ultra agréable, mais vous allez voir, ça va passer crème. Je vous laisse avec le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, écoute, merci beaucoup Thierry, bonjour et bienvenue dans le podcast En roue libre. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour participer à l'enregistrement de ce podcast. On en est au numéro 2, puisque j'ai déjà réalisé un enregistrement pas plus tard qu'hier avec Jérôme Mortal de Ultima Mobility, qu'on salue, avec qui on a eu un super échange. Alors Thierry, je ne sais pas si les gens te connaissent autant qu'on peut connaître Jérôme, puisque tu es un petit peu plus discret. Néanmoins, j'ai voulu te faire participer parce que tu as plein de choses à dire et beaucoup d'expérience dans l'industrie. Est-ce que je peux commencer par te demander qu'est-ce qui t'a amené au vélo? Ça vient d'où, toi, qu'est-ce qui t'a amené au vélo, en fait? Mais déjà, je te remercie, Antoine, pour l'invitation au podcast. Ce qui m'a amené au vélo, écoute, c'est, disons, une expérience que j'ai eue un petit peu sur le tard, à l'âge de 17 ans. Il se trouve que là où j'habitais, dans un petit village rural dans le Tarn-et-Garonne, chaque été était organisée une course. C'était une course sur route à l'occasion de la fête locale. Et puis, avant que les licenciés prennent le départ, cette course était ouverte aux jeunes du village, tout simplement. Okay. Et puis, je m'étais mis en tête cette année-là de pourquoi pas y participer. Il se trouve que mon oncle était le président du club de cyclisme local, et je lui ai emprunté son vélo, disons, pour pouvoir m'entraîner. Donc, comme quelqu'un qui débute dans le vélo, en basket, en short, et puis avec le motobécane de mon oncle. Classique. Et classique, voilà. Donc ça a été vraiment la première expérience sur un vélo pour faire la compétition. Donc compétition vraiment bon enfant avec les amis du village. C'est quoi, Et une rando, puis quelque chose comme ça? non, c'était un circuit, qui nous faisait traverser le village à plusieurs reprises. Okay. Je crois qu'il y avait pour les licenciés une quarantaine de tours. Et pour nous, amateurs, je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 tours maximum. Donc je l'avais pris un peu au sérieux, je me suis préparé comme j'ai pu. Et puis au final, il se trouve que
que je gagne cette petite course. Et suite à ça, j'ai décidé de continuer sur la lancée. Donc j'ai poursuivi, j'ai commencé à m'entraîner en solo. Et rapidement, j'étais rattrapé par mon voisin qui lui, faisait la route à ce moment-là, mais en tant que compétiteur, et qui m'a vite briefé, disons, puisque moi j'étais parti en basket, en short et sur la plaque. donc on a mis les choses, on a commencé à apprendre à partir de ce moment-là. Et puis écoute, le virus est entré à ce moment-là, et la passion ne m'a jamais quitté depuis. Excellent. Belle histoire. Belle histoire, belle histoire. Ok. Et ta première expérience pro dans le milieu du vélo, en tant que, enfin voilà, en tant que employé, ou c'était quoi? Ma première expérience a été chez Cannondale. Ok. Chez Cannondale en 2004, février 2004, en tant que commercial pour le sud-ouest de la France. Voilà, je venais d'une expérience de 4 années passées chez Decathlon à Perpignan, en tant que responsable de rayon pour le cycle et l'atelier. Et puis, disons que j'étais tombé sur une offre pour Cannondale à l'époque, et j'ai tenté ma chance, ça s'est bien passé, et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier il y a maintenant 19 ans. Ok, ah ouais, Depuis là. donc Oui, t'as commencé, ouais, donc t'as fait l'école des 4, et puis oui. après t'es passé vers des plus spécialistes. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais sur justement l'époque, ton époque D4? Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est vraiment l'école des métiers du vélo? C'est quoi? Quel feedback t'en fais? Je suis d'accord. Très bonne école. J'en retiens une première expérience professionnelle enrichissante, très formatrice. C'est vrai que le- la moyenne d'âge est plutôt jeune, et on voit qu'au fil des années, ça ne change pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne école pour apprendre. Bon accompagnement, en tout cas, c'est ce que moi j'en retiens. On va dire que c'est une première expérience qui m'a fait grandir professionnellement. Donc, je te rejoins quand tu parles d'école. C'est quand on parle de décathlon d'un point de vue professionnel, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Donc, ça a été ma première école professionnelle. Hmm. C'est marrant parce que D4, c'est vrai que je pense que ce soit les vélos, en fait, enfin les premiers vélos ou les premiers jobs, c'est vrai que D4, c'est quand même vraiment la base, quoi. Je pense qu'il faut être passé par là enfin, je sais pas s'il faut être passé par là, mais je pense que les majorité des gens qui ont commencé le vélo et puis enfin, qui se sont mis au vélo ont commencé avec un D4. Et ceux qui bossent dans l'industrie du vélo, enfin, j'en connais beaucoup qui sont passés par D4, et du coup qui ont appris beaucoup, quoi. C'était quoi ton premier vélo, toi? Mon premier vélo, tu parles du tout premier vélo, ou Alors, premier vélo quand j'ai ton commencé premier vraiment vélo, à me mettre dans la compète? ton premier vélo à toi, parce que sinon c'était celui de ton oncle, mais ton premier vélo à toi, c'était quoi? Mon premier vélo à moi, là, on parle de route, ça a été un José Alvarez que José j'avais Alvarez. Et oui, acheté chez les cycles Desoti à Montauban à d'accord. l'époque. Et Mm. José Alvarez qui est devenu un distributeur ensuite. C'était un distributeur Ouais, de belles déjà marques. basé dans le Gers, un Mm. grossiste à l'époque. Et donc ça a été ma première acquisition. Ouais, ça a été mon premier vélo, un alu, pour pouvoir commencer à rentrer dans la course, Ok. comme on dit. Donc oui, premier vélo de route qui m'a permis de faire les premières compétitions. Ok, génial. Alors, une fois que t'es passé chez Cannondale, donc account manager Southwest France, voilà, Correct. responsable compte Sud-Ouest. Du coup, l'idée c'était quoi en fait, concrètement? C'était quoi tes responsabilités? Tu faisais quoi?
Alors, ma responsabilité, je dirais que ceux qui écouteront le podcast, qui font le travail de commercial, la comprendront parfaitement. Donc, l'objectif était alors, à mon époque, là je parle de 2004, entre 2004 et 2008, c'était plutôt la reprise d'un secteur qui était en difficulté. En difficulté, notamment, disons que c'est une histoire assez tragique qu'il y avait eu précédemment, puisque un de mes prédécesseurs, que j'ai pas eu l'occasion de connaître, malheureusement a été fauché lors d'une sortie à vélo en groupe et est décédé à cette occasion-là. Et après, je dirais, cet épisode-là, ce drame, le secteur a eu du mal à perdurer dans la dynamique dans laquelle il était. Donc, moi, je suis arrivé, je pense, 2-3 ans après cet événement. Donc, l'objectif a été essayer de relancer un petit peu une dynamique positive dans le secteur et regagner des parts de marché avec Cannondale à l'époque. Donc je pourrais te dire que l'expérience, en tout cas sur au moins la première année quasiment, ça a été, on a été mis dans le dur, j'ai été mis dans le dur directement, puisque il y avait pas mal de choses qui étaient qu'il fallait remettre en état. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'écoute, et au final, je dirais que c'est de cette manière-là, en faisant en sorte que ton client puisse être satisfait au bout, que j'ai pu commencer à gagner la confiance avec les magasins et les magasins, j'ai pu comprendre au fil des mois qu'ils pouvaient compter sur une personne qui les écoutait et qui allait faire au mieux, en tout cas par rapport à ce qui était possible de faire pour pouvoir apporter des solutions. Ok, génial, très bien. Oui, donc effectivement, c'est un travail de longue haleine de rétablir de la confiance. Et puis j'imagine qu'effectivement, vu le contexte, c'était pas clairement pas évident. Puis même, j'imagine qu'émotionnellement, c'était pas simple non plus. Euh, comment t'es passé du coup de Cannondale à Pon? Enfin, à Derby, enfin, parce que au début c'était Derby, après c'est devenu Pon. Enfin, c'est. Ouais. Alors, au tout début, on parle de 2008, c'était Derby Cycle, donc, qui était le plus gros fabricant allemand. Comment je suis passé de Cannondale à Derby Cycle dans un premier temps, avant que Derby Cycle soit racheté par Pon Bike? Écoute, à partir du moment où tu as mis un pied, disons, dans le milieu, tu commences à créer des liens, à créer des connexions. Et à ce moment-là, ça s'est fait plus par connaissance, puisque la personne qui gérait l'Europe du Sud était un ancien collègue de chez Cannondale. Et disons qu'à un moment donné, nos chemins se sont croisés. J'ai eu l'occasion de voir, et c'était sur le Roc d'Azur, je crois, je ne veux pas te dire de bêtises, au Roc d'Azur en 2007. Donc il était venu avec un échantillon. Enfin, il y avait plusieurs échantillons, mais un échantillon en particulier qui m'avait frappé, qui était, alors c'était un VTT tout suspendu, un cross-country qui s'appelle le First, et qui avait la particularité d'avoir l'amortisseur au-dessus du tube supérieur. Donc c'était novateur à l'époque, puisqu'on parle de 2007, 16 ans déjà, quasiment. Et quand j'ai vu le produit, je me suis dit, ça peut que marcher. Puisque le deal, disons, en passant chez Derby Cycle, c'était de pouvoir gérer le marché français, mais depuis zéro, puisqu'il y avait tout à faire. Et en 2007, arrivé sur le marché français avec une marque inconnue. Alors, il n'y en avait pas une, il y en avait deux, puisqu'il y avait Focus d'un côté et Kalkoff de l'autre, avec deux marques inconnues, dont l'une sur un segment mobilité avec du vélo électrique, 2007, encore une fois. On était sur le marché j'irais bien avant l'heure. À un moment où le marché était plutôt conservateur, on retrouvait principalement les marques leaders qu'on connaît tous, et les nouvelles marques avaient du mal à se faire une place.
Disons que moi, à partir du moment où j'ai vu ce produit, j'ai eu aucun doute et j'ai pris, disons, euh, mes responsabilités et on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir convaincre, expliquer ce qu'était Derbicycle, les marques Focus, Kalkoff. Donc voilà, à partir de 2008, février 2008, c'est mis en marche une machine gérée pour faire un gros travail de développement de marques à une époque où très peu de nouvelles marques arrivaient réellement ou étaient arrivées à se frayer un chemin sur le marché français. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte a bien évolué. Les magasins ont compris que une nouvelle marque pouvait également avoir sa place dans un magasin. Mais c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, c'était plutôt assez nouveau qu'une nouvelle marque commence à bousculer, on va dire, d'autres marques bien établies. Sachant que donc tu m'as dit que c'était sur Focus, c'est ça? Oui. Focus, oui, effectivement, marque inconnue à ce moment-là, mais qui, si je me souviens bien, proposait quand même des produits qui étaient adaptés au marché français parce qu'ils avaient, on va dire, une esthétique, un design et puis des technologies qui étaient, on va dire, accessibles au marché français. Pas comme, on va dire, certaines marques allemandes qui font des produits où on se dit, bah non, là, ça n'a pas trop marché. Complètement. Non, la gamme en soi, moi, c'est le produit, si tu veux, qui m'a parlé au départ. Et bon, ça a commencé avec le First, mais après, en voyant l'ensemble de la gamme, non, la gamme avait rien géré de. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Les produits étaient bien conçus, ils le sont toujours. Les produits avaient un beau design. Et puis, les conditions. Les conditions accompagnées, donc l'ensemble faisait qu'on pouvait, si les choses après étaient bien présentées, bien faites, on pouvait développer la marque au niveau. Donc le produit en soi, oui, il n'avait rien d'atypique. C'était du produit traditionnel, mais avec une belle esthétique et puis un rapport qui était pris qui était également très intéressant. Ok, génial. Si on avance un petit peu vers aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené? Alors, du coup, derrière, t'es passé chez Mondraker, marque espagnole. Qu'est-ce qui t'a amené vers la marque? Ce qui m'a amené vers la marque. Disons que le chapitre d'Herbicycle Pond Bike a duré 11 ans. Donc ça a été une très grande expérience. C'était un challenge pour moi à l'époque, puisque je voulais voir si j'étais capable aussi de développer une marque qui n'existait pas sur un marché très compétitif. Et puis Derbicycle évoluant, se transformant petit à petit en pond bike. Disons que voilà, ça avait pris une dimension tellement importante qu'à un moment donné, je voulais peut-être me retrouver dans quelque chose de plus, comment dire, Avec un peu plus de challenge? pas forcément plus de challenge, mais quelque chose d'un peu plus humain, puisque c'est vrai qu'en grandissant, la machine devient toujours de plus en plus grosse. Et je suis quelqu'un de conviction, et disons qu'avec des valeurs, j'ai besoin que ce que je fais corresponde vraiment avec ce que je suis, tout simplement. Et à partir du moment où ce qu'on me demande de faire ou ce qu'on doit faire ne correspond pas à ce qui pour moi doit être fait, peut-être que je vais perdre du monde là-dedans. Voilà, ça ne me ressemble pas. Mondraker est arrivé à ce moment-là. Et disons que Mondraker était, au-delà de la marque, impliqué un gros changement personnel aussi.
puisque Mondraker cherchait à ce moment-là, m'avait contacté pour gérer l'Europe du Sud au niveau des ventes, ainsi que le service clientèle, ce qui impliquait de déménager en Espagne. Donc après 11 années où j'étais quand même plutôt dans une zone de confort, en ayant créé plusieurs marques de zéro, je pense qu'après une dizaine d'années, les choses étaient plutôt bien maîtrisées. C'était remettre tout ça en question et repartir avec une nouvelle marque qui a un ADN qui n'est pas forcément mon ADN d'origine, dans le sud de l'Espagne, une marque déjà existante qui était déjà présente en France depuis une quinzaine d'années au moment où j'y suis rentré, mais plutôt j'irais dans l'ombre de grandes marques, une marque discrète mais qui faisait son chemin. J'irais au-delà de l'aspect professionnel, c'est plus une expérience de vie à ce moment-là qui m'a guidé, puisque disons que j'aurais pu rester en France, mais d'un point de vue personnel, pour partager, je dirais, quelques aspects de ce côté-là. Tu vois, j'ai 2 filles, j'ai toujours éduqué mes filles en leur expliquant que les langues étrangères n'étaient pas une option. C'est une obligation. Et ce changement de vie, c'était en gros leur offrir sur un plateau une langue étrangère, donc l'espagnol en l'occurrence, mon père est espagnol. D'accord. Okay. Donc là, c'était leur permettre d'apprendre la langue de leur grand-père d'une manière quasi naturelle. Et puis aujourd'hui, elle parle mieux l'espagnol que moi. Génial, oui, pense. Forcément. C'est natif. Parle, mais elles seront vraiment bilingues. Elles seront quasiment natives. Ouais. Donc c'est plus, au-delà de l'aspect professionnel, une expérience de vie où tu remets tout en question et tu repars pas à zéro, puisque je continuais d'évoluer dans mon environnement, mais avec 2 roues qui n'étaient pas forcément l'ADN que je porte à moi, mais une très belle marque avec de beaux produits, qui a fait une très très belle évolution, une bonne gestion de la crise sanitaire, et qui aujourd'hui, commence à rentrer dans la cour des grands. C'est marrant parce que Mondraker, je me souviens très très bien du début de la marque. C'était effectivement il y a 15 ans, enfin, tu le sais mieux que moi, mais c'est une marque qui au tout début avait créé des vélos avec des cadres Astro en fait. Donc c'est des cadres taïwanais achetés sur l'étagère et avec brandé Mondraker. Donc effectivement au début il n'y avait rien de particulièrement on va dire unique sur ces vélos, puisque c'était des vélos, des cadres d'étagère. Mais voilà, ils étaient, je crois, il me semble qu'ils étaient à l'époque pas chers, plutôt accessibles, de bonne facture, assez fiables. Je crois qu'ils étaient distribués en ligne, même si je me souviens bien. En tout cas, on n'avait pas de mal à les trouver. Et au fur et à mesure des années, c'est une marque qui a créé des vélos qui étaient de mieux en mieux. Qui a su progresser, et aujourd'hui c'est une marque où quand on voit les vélos c'est ultra sexy. Il y a une déco design, que ce soit l'esthétique des produits ou la cosmétique. C'est des vélos que je trouve extrêmement sexy, désirables, et je trouve que c'est super encourageant de voir des marques comme ça qui partent de zéro et qui choisissent des cadres posés sur l'étagère et qui finissent par être en fait des marques référentes et qui taquinent justement les grands avec des produits qui sont bien faits et bien finis, bien pensés, bien nés, et puis et qui sont aussi efficaces, quoi. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, toi qui as vu justement cette évolution de la marque. Alors moi j'ai surtout vu l'évolution à partir d'avril 2019. Donc j'étais arrivé quelques mois avant qu'on rentre en phase pandémie. J'avais suivi de loin un petit peu, puisque évidemment c'était une marque que je côtoyais auparavant. Mais c'est vrai que la marque avait démarré avec un positionnement rapport qualité-prix agressif. Et puis rapidement, au bout de quelques années, je crois que c'est au bout de 4-5 ans, la marque s'est réorientée pour vraiment développer ses propres produits. Donc
c'est une phase qui n'est pas forcément évidente, puisqu'au départ, tu fais connaître parce que tu as des bons produits avec des bons prix, mais ce n'est pas forcément des produits développés en interne. Or, quand tu prends ce virage pour développer ensuite tes propres cadres, ça demande plus d'investissement en termes de recherche et développement, puisque tu souhaites développer tes propres cadres, ta propre technologie, ce qui implique un réajustement, un repositionnement de la marque. Et là, on rentre ensuite dans une autre phase qui n'est pas forcément évidente. La marque a su mener à bien, disons, ce positionnement, ce repositionnement, et tout s'est accéléré à partir de 2019, où d'une marque qui, j'irais, avait une progression constante et passée, je pense comme la plupart des marques à ce moment-là, dans une phase de progression explosive, tout en faisant les choses de manière bien pensée. Disons que la marque n'a pas été opportuniste pendant cette période, qui a été pour toutes les marques et d'autres secteurs également, quelque chose de totalement inédit. Donc l'approche dès le départ a été plutôt de penser à aider notre réseau, à aider le réseau Mondraker dans l'espoir qu'il puisse aider Mondraker le jour où la situation allait se normaliser. Et je pense que là, on rentre actuellement dans cette phase-là. Donc les marques qui ont plutôt consolidé leur réseau pendant cette période ont un réseau sur lequel elles peuvent s'appuyer aujourd'hui. Et les marques qui ont peut-être été plus opportunistes pendant la pandémie ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à traverser la période de réajustement que l'on est en train de connaître. Et est-ce que selon toi, justement, l'exemple de Mondraker qui a développé, qui après avoir utilisé des cadres sur étagère, a développé ses propres vélos, est-ce que selon toi, c'est une stratégie qui est non seulement payante, mais dont on peut ou on devrait s'inspirer? Ou selon toi, est-ce que la meilleure approche, c'est quand même de commencer déjà à créer ses propres cadres, ses propres designs, alors qu'on n'a pas nécessairement trop de traction? C'est quoi? Est-ce que c'est un bon exemple ce qu'a fait Mondraker? Moi, j'aurais tendance à te dire que oui. Maintenant, c'est pas donné à gérer. C'est pas parce que tu développes tes propres produits que tu vas forcément réussir. Développer ses propres produits, c'est déjà à partir du moment où les produits ont une vraie identité, une technologie qui peut être spécifique. Tu mets toutes les chances de ton côté pour arriver réellement à trouver ton public. Mais le bon produit, même s'il contribue beaucoup dans le succès, ne fait pas tout. Ensuite, il faut que tu aies les bonnes équipes, il faut que tu aies les bonnes stratégies, il faut que tu aies la bonne connaissance des marchés. Donc c'est pour moi un ensemble de choses qui fait que la mayonnaise, elle va prendre ou pas. Si tu as le bon produit mais que tu n'as pas les bonnes conditions ou pas les bonnes personnes, tu n'auras peut-être pas le succès espéré. Donc pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Si tu cuisines et que tu n'as pas tous les bons ingrédients pour faire un bon plat, il suffit qu'il te manque quelques ingrédients et le goût sera pas le même à la fin. Tu vois, donc je te dirais que oui, à partir du moment où tu peux avoir une marque avec sa propre identité, et certaines marques, on va dire, l'ont aussi démontré en dehors de Mondraker sur ces dernières années, des marques qui sont nées au XXIe siècle. Mais si tu y penses bien, il n'y en a pas non plus beaucoup qui ont réellement réussi à se frayer un passage et à connaître une croissance pour s'établir aujourd'hui parmi les marques référentes sur leur marché et peut-être sur des marchés étrangers. Ok. Parce que c'est vrai que quand je regarde cette approche, alors tu vas me dire, je fais peut-être un peu une fixette là-dessus, mais ce que je me dis, c'est que grâce au fait d'avoir pris ces cadres sur étagère, en fait, c'est une approche assez, je dirais, prudente
parce que en fait, ils n'avaient pas tout de suite des équipes de R&D avec des ingénieurs et des gens qui ont développé des vélos. Ils ont mis une marque et ensuite ça a créé cette, enfin voilà, on va dire cette notoriété autour de la marque et du coup qui s'est développée et qui ensuite a pu développer ses équipes et donc ses ingénieurs produits et donc son marketing et donc ses équipes sales. Je dirais que c'est une approche assez progressive. C'est ça qui m'intéresse parce que je suis d'un naturel assez prudent, mais effectivement, on va dire que des entreprises qui pourraient démarrer aujourd'hui pourraient plutôt avoir envie de caler, de structurer un petit peu tout en amont, quitte à monter une équipe avec des fonds derrière pour justement avoir ces équipes produits, marketing, sales direct pour pouvoir faire directement un travail quali, on va dire. C'est tout à fait ça. La marque a démarré avec ses deux fondateurs, avec dont Miguel Pina, qui est le PDG de l'entreprise, et puis a évolué petit à petit. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 personnes qui sont venues au fur et à mesure renforcer l'équipe, et donc la marque a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc la progression a été, ça a été progressif, ça a été constant. Et comme tu le dis, au départ, la marque a fait avec ses moyens, n'a pas pris de risques démesurés. Et puis, ça a été pour elle un bon apprentissage pour ensuite vraiment guider ses choix et se rendre compte que ce qu'il fallait pour Mondraker, pour réellement créer une marque à un niveau auquel souhaitait se développer Mondraker, il fallait être maître de son destin et montrer qui était réellement la marque. Et la meilleure façon de montrer qui était réellement la marque, c'était de commencer à travailler soi-même sur le développement des produits. Ok. Toi, si tu devais monter une marque aujourd'hui, comment tu t'y prendrais? Alors, je sais que tu es plutôt côté sales, mais que tu as une vision quand même globale. C'est quoi pour toi les bons ingrédients à mettre en place pour monter une marque de vélo aujourd'hui? Comment je m'y prendrais? Très bonne question, Antoine. Si je devais aujourd'hui créer ma propre marque, bon, évidemment, il faut que tu fasses avec les moyens du bord. Si tu as les moyens d'investir, la capacité financière de le faire dès le départ, évidemment, ce serait une marque qui aurait sa propre identité. Financière pour le faire, ce serait déjà de créer tes propres produits. Je pense que l'exemple de Moustache, pour parler d'une marque très connue en France, est un bon exemple. Donc, en démarrant avec un produit avec une forte identité, l'associant avec motoriste, un nom en tout cas qui est connu et qui rassure, a été plutôt un cocktail gagnant. Et puis rajouter à ça quelques bonnes idées en termes de communication, de marketing, ça a permis à la marque d'obtenir de la reconnaissance, de générer un capital sympathie, parce que le produit était là. Le produit, les idées, les personnes. Donc je pense que c'est un bon exemple à suivre. Maintenant, ce type d'exemple, comme on dit, des coureurs capables de gagner le Tour de France, il y en a un toutes les générations. Là, des marques qui vont connaître ce genre de trajectoire, il y en a une, pareil, peut-être toutes les décennies ou tous les 20 ans. Donc, dans l'idéal, moi, ce serait plutôt ce cheminement-là que je suivrai. Puis après, si tu n'as pas les ressources financières pour vraiment partir directement dans le développement de produits qui te ressemblent, auxquels tu crois, tu pars sur déjà de l'open mold et tu te lances, on va dire, de cette manière. Mais sincèrement, c'est pas la formule que je privilégierais.
Hmm. Ok. Euh, Quoi qu'il arrive, ce que je note dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une place prépondérante dans, enfin un élément prépondérant qui est la différenciation. Donc différenciation, est-ce que pour toi c'est nécessairement du marketing ou également il peut y avoir du design ou des specs produits, des caractéristiques produits. Euh, Par quoi ça passe, ouais, justement, toi, selon toi, par quoi ça passe la différenciation et c'est quoi les éléments qu'il faut pour se différencier? La première chose, on revient à ce qu'on disait, donc c'est le produit qui permet de te différencier par rapport au reste de la concurrence. La différenciation, ça peut être aussi avoir un temps d'avance. C'était le cas, on parlait de moustache, mais euh, à l'époque où les vélos électriques ont commencé vraiment à avoir plus de visibilité, plus de représentation dans les magasins, il a fallu que certaines marques soient pionnières en la matière pour aider à créer ce marché. Donc là, l'élément de différenciation, si on parle peut-être d'une dizaine d'années, 10-15 ans, c'était plutôt l'électrique, l'élément de différenciation. Hmm. Et le marché a évolué dans le sens où aujourd'hui l'électrique n'est plus un élément de différenciation puisque tout le monde en propose, mais c'était le cas à l'époque. Donc, il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, en différenciation, ce qui pourrait, et je peux le voir de près maintenant, avec la marque que je gère, c'est de pouvoir personnaliser aussi ton vélo. Donc ça, Hmm. c'est un élément de différenciation qui n'est pas à la portée de beaucoup de marques ou que beaucoup de marques ne souhaitent pas mettre en place, mais qui au final permet au consommateur d'avoir un vélo qui sera aux couleurs ou avec les composants souhaités. Hmm. Euh, mais cette différenciation, je ne la limite pas uniquement aux produits. Je parlais tout à l'heure de marketing, je parlais de vente. Le produit est important, c'est clair, très important, mais il faut aussi qu'après tu aies, en termes de marketing, en termes de vente, euh, la bonne approche pour pouvoir faire en sorte que les magasins te donnent ta chance. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros élément de différenciation euh, qu'on puisse avoir par les temps qui courent, et c'est aussi pour ça que mon parcours a évolué pour aujourd'hui gérer une marque comme Beria. C'est la relation que tu peux avoir avec les clients. Voilà, pendant 2 ans, les marques ont pris le pouvoir et je pense que ça a été un gros révélateur pour les magasins pour savoir qui était réellement son partenaire. Puisque chaque marque a géré la crise à sa manière et je pense que les magasins ont été quand même dans l'ensemble pas mal maltraités, disons. Peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est moi en vivant en interne et en étant très orienté client, c'est la façon dont je le perçois. Et aujourd'hui, même si on est rentré dans une nouvelle phase, je dirais ce traitement où ce mauvais traitement peut continuer de certaines marques. Donc je pense que le simple fait de chercher à avoir une relation de confiance, une relation win-win avec son client, et dans l'idée de trouver des solutions, même si tu les as pas tout le temps, c'est un élément de différenciation. Hmm. Euh, donc, au final, tu peux avoir gérer tout le marketing que tu veux. Il n'y a pas non plus beaucoup de marques qui ont réussi à créer un niveau de demande élevé qui leur permettent de pouvoir continuer de vendre uniquement par rapport à la demande. Pour moi, les magasins sont ceux qui m'ont permis, depuis le tout début, chez Cannondale, puis Derby et jusqu'à aujourd'hui, de réellement développer certaines marques et parmi les marques que j'ai pu gérer depuis zéro, en Hmm. démarrant de gérer du plus bas pour aller au plus haut. Et ça s'est créé avec un bon produit au départ, mais aussi une relation de confiance qui s'est instaurée au fur et à mesure. Hmm. Donc, si je comprends bien, parce que là,
t'as abordé un sujet qui est les 2 dernières années qui viennent de s'écouler depuis le Covid, où il y a eu des fluctuations en termes en termes de disponibilité des produits. Où là justement plus récemment, donc en 2022, fin 2022, on a donc un afflux de produits de la part des marques, là où on n'en avait pas, où on avait une sorte de pénurie, mais qui était... tu vas peut-être nous expliquer aussi d'où ça vient, et comment tout ça s'est organisé, mais si j'ai bien compris, on a quand même en fin d'année 2022 des magasins qui sont donc surstockés, qui ont du stock, des marques qui, elles, ont reçu enfin les quantités qu'elles avaient commandées auprès de leurs fournisseurs pour pouvoir monter des vélos, et donc elles étaient donc prêtes à pousser les commandes auprès des magasins qui ont passé commande. Sauf que ces magasins-là aujourd'hui sont stockés, ne peuvent plus vraiment recevoir les commandes. Et si j'ai bien compris de ce que tu disais, les marques qui en quelque sorte ne jouent pas le jeu sont les marques qui ont poussé à tout prix les commandes auprès des magasins qui ont jusqu'ici encore trop de stock. Est-ce que c'est bien de ça dont on parle ? Alors, je mettrai pas la faute uniquement sur les marques. Je pense que tout le monde a contribué excuse-moi, a contribué à cette situation. Les marques, au final, elles ont fait que répondre à la demande. Donc la demande, elle a été pendant 2 ans à un niveau jamais connu. Ce qui a obligé toutes les marques à trouver des solutions pour pouvoir s'approvisionner auprès des différents fournisseurs de manière à pouvoir produire au maximum, de façon à pouvoir satisfaire au mieux ses clients. Donc au final, la marque, elle n'a pas, les marques sont pas forcément les seules fautives dans la situation actuelle, puisqu'elles ont répondu à une demande des magasins qui eux-mêmes voulaient répondre à la demande des consommateurs finaux. Ce qui était pas prévu, c'est que forcément, avec cette demande, on a eu un effet de saturation dans l'industrie, à tout gérer les échelons à tous les échelons, et ce qui a créé des lead times qui pouvaient aller gérer à plusieurs mois, voire années. Donc les marques étaient obligées de s'engager auprès de fournisseurs plusieurs mois, voire 1 an ou 2 à l'avance. Forcément, si la situation en 6 mois change complètement, toi, en tant que marque, tu es déjà engagé avec tes fournisseurs, même si tu peux avoir une capacité peut-être d'ajustement, elle est quand même très réduite. Le gros des composants arrive, et les marques n'ont pas trop le choix que de répondre aux commandes qui ont été créées par ou avec les magasins. Bon, donc ça, après, c'est un autre sujet qui peut être débattu, puisque des magasins ont pu créer leurs commandes, et pour d'autres magasins, on leur a créé leurs commandes. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, oui, la situation a complètement changé. L'accélération a été fulgurante, mais la décélération l'a été tout autant, puisqu'en l'espace d'un semestre, on est passé d'une situation de manque à une situation d'indigestion sur le marché. Donc je blâmerai pas l'un ou l'autre. Bon, moi je suis côté marque, donc même si chacun a sa part de responsabilité, je pense que c'est un cumul de choses qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce surstockage dans pas mal de magasins, et c'est vrai que dans ce cadre-là aussi, on voit quelles sont les marques qui ont une certaine flexibilité et celles qui en ont moins. Ok. C'est vrai que tu parlais de ce revirement de situation en 6 mois. Je pense que c'est vraiment quand j'en parle autour de moi à des gens qui sont dans l'industrie du vélo ou pas, parfois, je pense que c'est vraiment le truc qui choque le plus,
parce que tout le monde a vu arriver la pénurie, arriver dans les magasins de vélo, tiens, il n'y a plus de stock, ou alors, tiens, je veux commander un vélo, il arrive dans 6-8 mois, même plus, sur certaines catégories. Ça, donc, tout le monde en a eu vraiment, vraiment conscience, parce qu'il y a eu cette espèce de boom du vélo. Et en revanche, personne n'a vraiment vu venir le côté inverse de non mais ça y est, en fait maintenant il y a des stocks dans les magasins, et en fait la situation s'est complètement inversée. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi pour toi les éléments qui ont euh, précipité, on va dire, cette situation? Alors, des événements qui sont tout à fait évidents, mais est-ce que tu peux nous dire quels sont pour toi les éléments qui ont le plus fortement contribué à la situation qu'on vit aujourd'hui? Je pense que ce qui a contribué le plus, c'est le fait qu'il y ait un petit peu un retour à la normale. Disons que pendant 2 ans, on a été confinés, en exagérant un petit peu. Et cette situation-là a créé des besoins différents. Tout le monde a cherché d'autres moyens de s'évader, puisque tu ne pouvais pas t'évader très loin. Et le vélo a fait partie, je dirais, des solutions qui permettaient à chacun de pouvoir, pendant la période de confinement ou de crise sanitaire, je dirais, au plus fort, de pouvoir avoir un peu de loisir, tout simplement, ou pour se déplacer, que ce soit côté sport, côté mobilité. Donc le vélo est apparu comme la solution, comme une des solutions en tout cas qui permettait de pouvoir continuer à faire sa vie en mode crise. À partir du moment où l'étau s'est un peu desserré, les gens ont pu retrouver une vie normale, mais les choses se sont remises à leur place plus rapidement que prévu, certainement, puisque gérer un retour à la normalité, pour ainsi dire, mais en même temps avec une situation, alors non plus seulement de crise sanitaire, mais de crise, comme on la connaît, géopolitique, avec la guerre en Ukraine, l'inflation qui s'est accélérée. Donc tout ça, le cumul de tous ces facteurs a fait que le vélo qui a été pendant 2 ans un petit peu la poule aux œufs d'or, aujourd'hui revient à sa normalité. Alors, je parle de normalité aussi pour le vélo, puisque aujourd'hui, pour moi, on n'est pas dans une situation d'urgence dans le secteur ou quoi que ce soit. C'est la seule chose qui est anormale, puisque les vélos ils continuent de s'en vendre, le passionné continue de pratiquer, on a de plus en plus de nouveaux cyclistes. L'usage du vélo est en augmentation, c'est simplement le niveau de stock qui est anormal par rapport à la période. Tout simplement parce que les marques qui ont accumulé du retard pendant au moins 18 mois ont beaucoup livré depuis l'été dernier. Et aujourd'hui, ça se traduit par des niveaux de stock qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'ils devraient être. Mais les ventes sont là. Donc, je pense qu'on est juste dans... Je parlais d'indigestion. Il va falloir laisser passer quelques mois pour que tout rentre à la normale, mais le marché ne s'est pas effondré. On est juste à contre-temps entre quand il y avait la demande, on n'avait pas le produit, et maintenant qu'il y a moins de demande, on a le produit. Donc, et après, ça dépend des marques aussi. Tout le monde l'a pas géré de la même façon. Mais bon, je dirais les différents facteurs que je t'ai énoncés, pour moi, ont fait que en cumulant les uns et les autres, on s'est retrouvé un retour à la normale très, très rapide à un moment où tout s'accélérait en termes de livraison dans les magasins. Donc le problème, il n'est pas de ce retour à la normalité, il est du décalage qu'on a eu entre l'offre et la demande. Ok, intéressant. Donc, ceci dit, ce que tu disais, c'est que le retour à la normale a été accéléré quand même par le contexte géopolitique, qui fait que, on va dire, on a moins envie de s'éclater à acheter un vélo, alors qu'avant, je sais pas, on était peut-être un petit peu plus...
léger, plus dans le loisir, alors que, bon, effectivement, quand on voit les prix de l'électricité qui augmentent, les prix de l'énergie, même l'essence, quoi, on fait peut-être un Mhm. tout petit peu plus attention, voire même beaucoup plus attention à là où on met notre argent. Du coup, ça impacte le loisir, ce qui, pour la majorité des gens, le vélo, c'est du loisir. Donc, effectivement, c'est ce qui de mon point de vue, effectivement, a contribué à accélérer vraiment cette tendance. Donc toi, tu dirais, on est retourné à un niveau normal de quoi? De 2019 ou de 2020? C'est quoi pour toi la normalité? Pour moi, la normalité, c'est retrouver les saisons, les saisonnalités. Pendant 2 ans, on vendait tout à n'importe quel moment. Là, on revient à une normalité qu'on connaissait jusqu'à mars 2020. Jusqu'à mars 2020 où on avait voilà, nos 4 saisons et tu avais en fonction des saisons des pics de vente. Donc on renoue avec ce qu'on a toujours connu. C'est juste que ce retour à la réalité après 2 années d'euphorie est un peu brutal. C'est, pour moi, c'est simplement ça. Donc, le marché, une fois qu'il aura repris ses esprits, va poursuivre après sur sa lancée. On est dans un secteur dynamique, malgré, on parle de crise, bon, un mot évoqué à plusieurs reprises, mais moi, je suis très confiant pour l'avenir, très positif pour notre secteur. Aujourd'hui, la situation est dit peut-être le contraire, puisque le niveau de stock, on l'a dit, est élevé. Mais on sait, et aujourd'hui c'est évident qu'on fait partie des solutions pour l'avenir. Euh, on était un secteur assez discret. Jusqu'à la crise, on voyait pas beaucoup de vélos, on parlait pas beaucoup de vélos à la télé. Et puis c'est vrai qu'en 2 ans, il y a eu plus de couverture médiatique dans notre secteur que ce qu'on a connu peut-être sur les 20 années précédentes. Hmm. Je pense qu'il y a un avant et un après. Donc, on a eu une phase de transition où tout le monde a pu en profiter, et, bon, en essayant de gérer au mieux. Mais en tout cas, on a fait partie des secteurs qui ont vraiment bénéficié de cette situation, là où d'autres secteurs ont eu beaucoup moins de chance que nous. Il était normal qu'à un moment donné, les choses se remettent ou rentrent, se remettent à un rythme normal. Voilà, on aurait espéré peut-être de manière moins rapide, mais, euh, mais moi, c'est un signal positif dans ce contexte que je veux envoyer, si tu veux, à ceux qui vont écouter. Et je te dirais aujourd'hui même, ce genre de situation, et tu n'es pas le premier à qui je vais le dire, je préfère ce genre de situation quasiment à la situation qu'on a connue pendant les 2 années de pandémie. Tout simplement parce que pendant les 2 années de pandémie, tu pouvais bien faire les choses ou mal faire les choses, tout le monde vendait. Hmm. À partir de maintenant, c'est justement quand on est dans le dur qu'on peut faire la différence. C'est Hmm. un petit peu quand tu prends le départ d'une course, c'est pas sur les parties faciles que tu vas pouvoir faire la différence, c'est justement quand tout le monde est un peu à bloc ou en difficulté que tu peux faire la différence. Donc oui, je suis plutôt... Euh, ça peut paraître sadique, alors, de préférer, disons, cette période-là de difficulté, mais justement, c'est là que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois bien Hmm. faire les choses pour justement pouvoir gagner ta place, faire ta place. Ah, et puis on voit aussi que cette période a le mérite de recadrer un peu les choses. Comme tu disais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites avec beaucoup de bruit, des marques qui se sont montées, avec des entrepreneurs assez successful qui ont créé des marques de vélo à grands coups de marketing. Et du coup, on voyait que l'idée était super intéressante, mais l'exécution l'était nettement moins. Euh, et donc que cette période finalement post-Covid a fait un peu le ménage finalement de ces boîtes qui se sont montées sur des concepts marketing qui finalement reposaient pas sur des produits de bonne qualité.
C'est quelque chose, enfin, c'est une vision que tu partages. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, du fait que cette période nettoie un petit peu le marché et laisse Mm. finalement des entreprises plutôt carrées, cadrées, avec des bons produits? Et t'as le droit de pas Euh, être d'accord. tout à- Non, 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 mais après, tout à l'heure, je parlais d'être opportuniste ou pas. Dans le cadre de la précédente expérience, ça n'a pas été le cas, même si il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient. Euh, c'est vrai que les marques qui ont fait leur apparition au moment de la crise, aujourd'hui, n'ont pas eu le temps de se consolider. Euh, et étant donné qu'on est passé, je te parle dans ce cas-là des magasins, d'un process de collection de marques à une phase de sélection de marques, c'est sûr que le dernier entrée dans le magasin, si on parle de marques qui vendent en passant par un réseau de revendeurs spécialisés, est en général le premier sorti du magasin. Hmm. C'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas, les marques qui se sont consolidées, qui ont plus de chances d'être moins impactées. Mais oui, les marques qui n'ont pas eu le temps vraiment de s'enraciner sur le marché sont les plus vulnérables. Bon, c'est une tempête, certaines vont la traverser, d'autres peut-être que non. Euh, mais en tout cas, je pense que ceux qui sont nés, je dirais, pour profiter d'une opportunité, cette opportunité aujourd'hui, elle sera moins facile à aller chercher. Tu vois. Euh, on venait nous la chercher, on venait chercher du vélo pendant 2 ans. Aujourd'hui, ben, je viens des ventes, il va falloir de nouveau vendre. On ne vient plus d'acheter le produit. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, la grosse tendance, c'est qu'il faut revendre à nouveau. Et dans un contexte où le marché est saturé, les magasins ont moins de place, c'est pas évident pour une nouvelle marque, oui, de peut-être se trouver une place actuellement. Oui et non. Justement, Ouais. si je devais aujourd'hui créer une nouvelle marque, on a parlé tout à l'heure un petit peu des clés, des recettes, mais pour les gens qui nous écoutent, il y en a probablement qui sont en train de monter des marques, qui en ont déjà monté, qui l'ont fait depuis longtemps ou qui vont le faire demain. Ce serait quoi pour toi les outils, enfin les clés pour monter une marque de vélo et l'implanter dans un magasin de manière efficace et durable? Mais écoute, moi, je pourrais te citer l'exemple de Beria, Alors Beria, on va rappeler quand dont, même, puisqu'on en parle rapidement depuis tout à l'heure, on a parlé de toutes tes expériences, mais mhm. donc Beria, une nouvelle marque, enfin une autre marque de vélo espagnole pour laquelle tu travailles, Oui. et que tu peux peut-être nous présenter déjà en préambule, comme ça on a un petit élément de contexte aussi. Mhm. Donc, oui, pour expliquer qui est Beria, avant d'en citer l'exemple, donc Beria, oui, en étant en Espagne depuis bientôt 4 ans, j'étais aux premières loges, si tu veux, pour voir un petit peu comment se comportait le marché et les marques nationales. Beria est une marque que j'avais, moi, de mon côté, remarquée en 2017. J'avais eu à cette époque-là l'occasion de participer à un salon à Madrid, un Festibike, et puis en me promenant dans les allées, je dirais comme tout un chacun peut faire, il y a des marques qui font que tu passes ton chemin et d'autres marques qui, je ne sais pas pourquoi, qui font que tu t'arrêtes devant et tu le verrais bien sur le vélo. Ça m'arrive pas, je dirais, sur tous les stands, mais écoute, en 2017, je me suis arrêté sur ce stand-là, je ne connaissais pas la marque, et j'ai d'abord vu le produit, et après j'ai vu qu'il y avait un sticker Beria sur le produit. Donc c'est vrai que depuis 2017, la marque avait que 5 ans, en 2017. Tu vois, le Beria fête ses 10 ans aujourd'hui. J'ai toujours eu un œil attentif à son évolution, et depuis 3 ans, j'étais aux premières loges pour voir comment évoluer la marque. Et puis, voilà,
je parlais de connexions au tout début. En étant sur le marché espagnol, d'autres connexions se sont établies et Beria évoluant a voulu commencer à travailler la phase de son internationalisation de manière plus rigoureuse. Donc voilà, on va s'atteler, à ce challenge pour faire en sorte que Beria, qui est une marque qui a bien fait son travail au niveau national, puisse devenir une marque de standing international. Elle a tout le potentiel pour le faire. Je pense que sa marque de fabrique dès le départ, et moi c'est ce qui me plaît dans ça, après avoir connu des marques qui évoluent, qui appartiennent à de grands groupes, j'ai retrouvé chez Beria une marque qui me correspond à 200% et des personnes dont on partage les valeurs et la vision. Beria est indépendant, c'est une marque qui a été créée par deux frères, David Vitoria et José Vitoria. David, qui est le plus jeune des deux, donc a été un ancien professionnel sur route. Tu vois, il n'a pas 40 ans encore, donc il a couru pour BMC, Fotum Servetto, et il a dû mettre un terme à sa carrière après une chute voilà, qui a fait qu'il n'a pas pu se remettre complètement physiquement. Et ça a été en fait le déclic pour lui pour ensuite créer sa marque. Donc David et José ont démarré l'histoire d'un garage de leur père. Les garages. Petite histoire, les deux, exactement, l'histoire de garage. Les deux sont nés en Suisse. Ils sont espagnols, mais ils sont nés en Suisse. Ils ont grandi en Suisse et sont revenus à la vingtaine ou à la trentaine sur leur terre, la terre de leurs ancêtres en Espagne. Alors, la marque est basée à Albacete. Albacete, c'est, pour situer, c'est une province, une des dernières provinces qu'on a avant l'Andalousie. Si tu prends Madrid, c'est en gros à 2 heures au sud-ouest de Madrid. Donc la marque, elle est née au milieu de nulle part. C'est ce qu'on appelle chez nous, tu vois, la campagne profonde. Là, c'est l'Espagne vacía. Et c'est la passion qui a fait que dès le départ, José David voulait s'orienter vers un produit avec un ADN performance en créant leur propre produit. Donc ils n'avaient pas les moyens au départ de pouvoir investir dans des moules, de pouvoir sortir la grosse artillerie, ils n'avaient pas. Donc ils ont commencé à faire du tube-to-tube. Ils ont développé leur propre produit dans le garage de leurs parents. Et pendant les 2 premières années de leur existence, leur seule obsession, c'était d'exister. Voilà, c'était d'exister et survivre, commencer à se faire connaître. La marque a participé après à son premier salon en Espagne, le Festibike, dont on parlait. Je crois que c'était en 2000, je ne veux pas te dire de bêtises, en 2012 ou peut-être 2013. Et c'est là vraiment que la machine vente a commencé à se mettre en route, puisque les premiers contacts avec les magasins ont été établis. Et à partir de là, Beria a commencé vraiment à évoluer sur le marché national pour connaître en l'espace de 10 ans peut-être la croissance la plus importante qu'a connue une marque espagnole en seulement 10 ans. Moi, ce qui m'a plu là, en dehors du potentiel de la marque et le produit qui me plaît, c'est ce côté indépendant, anticonformiste, une marque qui a les pieds sur terre, qui n'a pas perdu, qui sait d'où elle vient et qui reste authentique et sincère. Voilà, il y a pas mal de valeurs qui me parlent à moi, en tout cas, et qui font que entre le produit et le package global, j'ai envie d'aider à faire en sorte que Beria puisse devenir une marque, une grande marque. Elle a le potentiel pour le faire. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je t'en parlais tout à l'heure, tous ces facteurs qui sont importants. Donc, on travaille là-dessus pour que ça soit le cas. Donc, aujourd'hui, Beria commence à arriver sur des marchés étrangers, notamment en Europe. On arrive outsider.
n'est pas connu. Donc il y a tout un travail à faire pour commencer à être connu et reconnu. Mais bon, la trajectoire que la marque a connue au niveau national pendant 10 ans, si tu veux, laisse plutôt pas mal d'espoir par rapport à l'évolution qu'elle pourra connaître en dehors d'Espagne. Alors, ça c'est génial, mais merci pour le partage de l'histoire et de cette expérience. Du coup, si on revient sur les clés, les recettes pour justement faire son trou, enfin voire même plus que faire son trou, mais se développer dans les réseaux de détaillants, sachant voilà, les problématiques, les contraintes de ces derniers, sachant que bon, leur surface n'est pas illimitée, leur trésor n'est pas illimité non plus. Comment est-ce qu'on arrive en tant qu'outsider et qu'on rentre dans un magasin de vélo? C'est quoi les clés et puis c'est quoi les arguments? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces patrons de magasins? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas la période la plus évidente pour construire un réseau, puisque les magasins, comme je te le disais précédemment, sont en phase de sélection et pas de collection de marques. Mais malgré tout, tu peux avoir les arguments pour entrer dans les magasins où il n'y a pas de recette miracle. Pour développer une marque, c'est un travail à temps complet. C'est beaucoup d'investissement et j'irai à présenter la marque telle qu'elle est. Pour moi, c'est pas inventer ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, tu vois, il y a déjà plusieurs magasins français qui nous font confiance, qui ont commencé à travailler la marque dans un contexte qui n'est pas favorable à rentrer une nouvelle marque. Mais si tu arrives à bien retransmettre ce qu'est la marque, c'est une marque qui peut t'inspirer, tout simplement. Donc, je dirais que, et tu vois, c'est rigolo, mais lors d'une réunion qu'on a fait avec l'ensemble des employés pour Noël, pour leur expliquer un petit peu où en était la marque sur son expansion au niveau global, j'ai simplement expliqué que Beria, en dehors de l'Espagne, on racontait pas, on n'inventait pas ce qu'était Beria. On faisait uniquement que raconter ce qu'était Beria. Quelles sont les valeurs de la marque, quel type de relation on souhaite mettre en place avec les magasins, quelles prestations on peut leur amener, quel élément de différenciation les magasins vont pouvoir retrouver chez Beria. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui font que le magasin va être sensible ou pas à tes arguments. Mais en tout cas, j'ai un principe, c'est que de mon côté, si tu veux, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je ne suis pas quelqu'un, tu disais au tout début, Thierry est quelqu'un de plutôt discret. Oui, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va chercher forcément à se mettre en avant. Par contre, je suis quelqu'un qui est à cheval sur les principes et qui ne veut pas décevoir d'une certaine manière. Et quand je prends des engagements, c'est pour les tenir. Donc, la clé pour ouvrir les portes, c'est déjà peut-être toi la confiance que tu peux avoir établie dans le passé avec certains magasins et montrer à ces magasins-là qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler avec une marque qui est encore indépendante et dont la passion, si tu veux, qui était là dès ses premiers instants et encore là. C'est un peu un retour aux sources, moi, Beria. C'est un petit peu un retour aux sources et c'est ça que je présente au magasin. Je le dis aux équipes de vente, tu vois, je leur dis pas on n'est pas là pour vendre des vélos. On est là pour vendre des vélos. Mais on est là pour créer une marque. On est là pour créer une marque et pour créer une marque, c'est pas uniquement en vendant des vélos que tu crées une marque. C'est plus que ça. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, ce qui m'intéresse avant les magasins, ce sont les personnes qu'il y a dans les magasins. Et ça a toujours été le cas. Et si ces personnes qui sont en magasin accrochent avec la marque, eh bien, tu as trouvé tes meilleurs ambassadeurs.
pour ensuite faire en sorte que la marque puisse se développer, se renforcer sur un marché. Après, c'est comme l'amour, ça s'entretient. Donc là, tu peux avoir un coup de foudre où ça peut matcher à un moment donné. Ensuite, il faut que toi, tu puisses démontrer par la suite que le magasin fait le bon choix. Et c'est en affrontant, je dirais, des périodes délicates, des problèmes que toutes les marques connaissent, que tu peux faire aussi une différence. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement une relation avec un magasin, c'est bon déjà quelque chose qui est basé sur un produit auquel les magasins doivent pouvoir, je dirais s'identifier et se dire bon voilà ce produit fait partie des choses dont je peux avoir besoin et qui présentent un intérêt. Mais au-delà de ça, ce que je note, c'est le pouvoir de la passion et comment cette passion est distillée en fait finalement dans tous les organes de la marque, c'est-à-dire bah, oui, le produit évidemment, mais aussi la force de vente, la manière d'interagir pour avoir une relation qui est authentique, basée sur quelque chose de vrai. Et finalement, comme la relation est authentique, finalement, quand on a une relation qui est basée sur l'authenticité, finalement, on construit de la confiance et puis une relation qui est durable. C'est ça dont tu parles, en fait ouais. Complètement. Okay. Oui, c'est tout à fait ça. Maintenant, là, on le résume en quelques secondes, mais c'est un travail qui se fait sur des mois et des années. Bien sûr. Et la confiance, je dirais, elle se crée surtout quand tu traverses des périodes un peu plus délicates, quand tu règles des problèmes. C'est à ce moment-là que ton interlocuteur sait s'il peut ou pas compter sur toi. Bah je dirais que ça se trouve c'est de l'humain, quoi. C'est-à-dire que en fait, pourquoi est-ce que les compagnons de cordée sont aussi soudés? Pourquoi est-ce que voilà, aussi des relations de couple peuvent se renforcer? C'est aussi parce qu'on traverse des périodes difficiles ensemble et que je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est dans ces périodes-là qu'on voit en fait qui on a véritablement en face. Est-ce qu'on a des gens qui nous soutiennent? Est-ce qu'on a des gens qui nous laissent tomber? Et c'est super intéressant de voir que finalement cette approche humaine se retranscrit dans en fait finalement dans de la vente en magasin avec des magasins de vélo qui évidemment, mais bon c'est toujours important de le rappeler, c'est de l'humain, c'est du relationnel, ça se construit sur la durée et ça m'amène à un autre point qui est que depuis les 2 dernières années, ces 2 dernières années, on a vu du coup des démarches, des entreprises, des marques plutôt opportunistes venues d'ici et d'ailleurs en proposant des produits plus ou moins bien réussis, bien pensés, voilà, et avec des approches qui du coup peut-être pouvaient manquer d'authenticité. Est-ce que c'est toi aussi c'est ce que tu as constaté, est-ce que tu as perçu ça, et est-ce que est-ce que selon toi c'était particulièrement vrai ces 2 dernières années avec cette période un peu folle fast de post-Covid? Oui, tu as forcément avec la situation qu'on a connue, il y avait la place pour tout le monde pendant 2 ans, donc des marques en ont profité et je dirais c'est peut-être bien de l'avoir fait. Après, je dirais chacun a un petit peu sa vision des choses et son approche. La mienne, elle est moyen-long terme. Si tu as une approche court terme, il y a une opportunité à saisir. C'est clair. Certaines marques l'ont saisi, ont essayé de saisir cette opportunité. Par contre, elles ont été portées par le marché. Aujourd'hui, le marché se stabilise, revient à la normale, et je dirais que les choses se remettent à leur place.
Et forcément, ce qui était à sa place avant la crise revient un petit peu à sa place après la crise. Donc ceux qui avaient pris une place pendant ce temps peuvent se retrouver mis à l'écart maintenant. Donc c'est maintenant que la partie vraiment va devenir intéressante, puisque pour faire sa place, il va falloir être meilleur je dirais que les autres. Mais oui, je pense qu'on a vu un petit peu de tout. Les marques ont bien fait, le marché demandait. Mais aujourd'hui, oui, ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment d'établir des relations de confiance, de s'enraciner, oui, là, on traverse une période difficile. Et il y a peut-être des marques aussi qui non seulement n'ont pas eu le temps, mais qui peut-être n'avaient pas envie ou ne faisaient pas tant appel à justement cet aspect relationnel. Parce que en fait c'était du business et puis que c'était un peu la ruée vers l'or, l'Eldorado, et que en fait très concrètement il y avait des parts de marché à prendre et puis de l'argent à gagner, en laissant de côté cet aspect humain dont tu parles et qui est évidemment au cœur des relations long terme. Là on pourrait parler d'effet power balance. Si tu te rappelles. Bien sûr. Magnifique. Power balance, j'en ai eu. J'étais tellement plus stable sur mon vélo. Moi aussi, je l'ai eu. Ouais. Tu sais qu'ils ont été condamnés derrière. Et j'ai pas suivi. Je sais que ça tournait au vinaigre sur la fin, mais... Alors, pour rappel, petite parenthèse, donc Power Balance, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaîtraient, petit rappel, c'était cette espèce de petit bracelet en silicone doté d'une espèce d'hologramme, enfin d'un bout de plastique réfléchissant, qui était vendu 30 ou enfin une trentaine d'euros. Donc pour un bracelet silicone, c'était jackpot, et qui était prétendument capable de faire qu'on était beaucoup plus stable, notamment sur les sports ou qui faisaient intervenir de l'équilibre ou de la stabilité, etc. Et donc évidemment il y avait cette espèce de quand on arrivait dans les magasins qui vendaient la marque, il y avait cette espèce de test où le type vous prenait par les poings et il vous disait tiens regarde avec le power balance et regarde sans le power balance. Et du coup à la fin je sais pas, il y avait cet effet psychologique, enfin en tout cas on ne savait pas à cette époque là, mais du coup il y avait quand même cet effet. Et donc il a été démontré quelques années plus tard que en fait c'était complètement du vent. Et donc la justice américaine, parfois on peut lui reprocher plein de trucs, de faire des procès pour rien, voilà. Mais là pour le coup, quelques années plus tard, la marque a été condamnée à rembourser chaque acheteur du bracelet, je crois que c'était aux États-Unis. Et donc, c'était évidemment des millions. En gros, tout ce qu'ils ont gagné, ils ont dû le rembourser. Enfin, pas tout, parce que nous, les Français, on n'a pas été impactés par ça. Mais ouais, c'était génial, quoi. Donc, l'effet power balance, alors. Donc, j'ignorais qu'il y avait ce terme dans ton jargon. Ça tient qu'à moi. Pas... mais un petit peu, c'est peut-être poussé à l'extrême, puisque là, on est passé... mais... Si tu le compares à la situation qu'on a connue, c'était l'euphorie et puis le crash. On est loin d'être vers une phase de crash. On est juste vers une phase de retour à la normale, c'est tout. Mais en tout cas, pour revenir aux marques, quand tu me posais la question, qui ont pu être opportunistes. Certaines vont passer cette phase-là et il est possible que d'autres aient plus de difficultés. Mais bon, je dirais pendant la crise, l'objectif pour les marques était aussi de survivre, puisque tout le monde voulait acheter des composants au maximum et ceux qui avaient moins de capacité, il y a eu des marques qui n'ont pas passé la crise parce qu'elles n'ont pas eu accès justement à des composants pour pouvoir produire des vélos. Donc là, que la situation soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, disons qu'il peut y avoir des dégâts pour une raison ou pour une autre. En tout cas, ceux qui ont été opportunistes, aujourd'hui, on va réellement voir quelles sont les marques qui auront de l'avenir par la suite. Et pour avoir de l'avenir, donc après, on revient sur
sur les différents facteurs dont j'ai pu parler et qui feront qu'en dehors du produit, il faut que tu aies toute une machine derrière qui permette de pouvoir exploiter le potentiel de la marque. Ok, génial. Euh, Écoute, je pense qu'on a beaucoup d'éléments, de clés, puis je regarde l'heure, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, je voudrais pas non plus te prendre trop de temps. Euh, Juste pour conclure sur un élément, je dirais, soit positif, enfin plutôt positif, mais comment tu vois justement l'industrie d'ici, comment tu vois son évolution d'ici 6 mois, un an? Alors c'est peut-être évidemment compliqué vu le contexte économique, mais justement ce retour à la normale, comment tu le vois et à quelle échéance? Alors, c'est, je dirais, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, parce qu'on s'est posé tous pas mal de questions depuis mars 2020, bientôt 3 ans. Euh, D'après, disons, ma vision des choses, c'est que pour pouvoir avoir un retour à la normale, on va avoir besoin de quelques mois. Je pense que sur le dernier trimestre de l'année 2023, je pense qu'on va rattaquer septembre-octobre avec peut-être une situation qui se sera assainie. Là, on est dans une phase de surstockage. Les magasins continuent de vendre, mais il faut oublier qu'on est quand même en hiver, donc on retrouve cette saisonnalité hivernale. Mais à partir du mois prochain, on va recommencer à se rapprocher du printemps, des journées qui vont se rallonger, des degrés qui vont se rajouter. On va revenir à ce qu'on connaissait avant la crise, à cette saisonnalité. Donc après, la question c'est de savoir quelle va être l'amplitude de la demande à ce moment-là. Mais je pense qu'il va falloir bien jusqu'à la rentrée pour qu'il y ait un retour vraiment à la normale. Chacun, je pense, a son avis là-dessus. Moi, je pense qu'il faudra au moins ce temps-là pour que les choses reviennent à la normale, en ayant, je dirais, dans l'équation une inconnue, c'est de savoir quel est le niveau de programmation sur ce semestre-là, qu'ont les magasins en général. Donc, savoir si ce niveau de programmation va permettre aux magasins de pouvoir épurer leur stock ou s'il va y avoir une autre couche qui va se rajouter à la première couche. Et à ce compte-là, si le deuxième effet qui se coule est aussi important que le premier, ça sera un peu plus long que ce que je viens d'annoncer. Ok. Alors évidemment, les prévisions n'engagent que ceux qui les donnent, et donc personne n'est véritablement, enfin, c'est, comment dire, personne n'est véritablement en mesure enfin, personne n'a de boule de cristal en fait. Donc, on espère que ça va évidemment passer pour le mieux, et puis que ça va revenir à la normale dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci d'avoir été le deuxième invité de ce podcast en roue libre. Voilà, et puis écoute, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit? Alors bon, comme tu es plutôt discret, tu prends pas énormément la parole, mais si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, sur la marque, c'est quoi? Comment est-ce qu'on s'informe? Après, on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc là, c'est un moyen de pouvoir me contacter. J'irai peut-être oui, le principal. Après, je j'étale pas on va dire toutes les possibilités pour pouvoir contacter, mais le plus simple est LinkedIn. Ok, super, excellent. Mm. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Thierry. On te souhaite le meilleur, et puis plein de bonnes choses, et puis on reviendra reprendre des nouvelles sous peu pour, pour savoir où t'en es. Merci Bon, beaucoup. c'est moi qui te remercie, Antoine. Et bonne chance pour le podcast Merci beaucoup. et pour la situation actuelle. Merci. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout.
J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.